Vous parliez de ressources, eh bien, justement, eux, ils sont importants pour préserver la ressource. Ce sont les scientifiques qui aident la filière. J'en ai appelé deux, Ricardo González Alaya de Crabe Portscave et Florian Breton de l'écloserie du Taduf. Bienvenue à vous deux. Vous pouvez les encourager. Allez, Ricardo, Florian, pour quelques minutes avec vous pour échanger sur ce que vous faites. On va commencer avec vous, Ricardo González Alaya. Alors, donc, vous êtes, Ricardo, vous êtes le responsable recherche au Crabe Portscave. Le crabe, c'est pas l'animal, c'est le centre de recherche appliquée de Portscave. De Breismer. De Breismer. Oui, de Breismer, absolument. C'est un outil qui est propriété de Breismer depuis début 2022. 2022. C'est ça. Alors, un mot sur cet outil. C'est un outil évidemment... D'abord, c'est très original parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres structures comme ça qui possèdent un outil scientifique au service de la filière. Oui, en fait, pour expliquer bien, le centre technique, ça s'appelait comme ça avant, aujourd'hui ça s'appelle CRAB, mais il est né d'un besoin, et c'est les producteurs, en fait, tous les professionnels du comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord, qui avec une problématique de l'huître plate, ça veut dire l'huître plate, c'est l'huître européenne native, originaire. Alors, Ricardo, pour que tout le monde comprenne bien, parce que tout le monde n'est pas forcément pas le même niveau d'information que vous, mais le crabe, vous travaillez sur cette problématique de l'huître plate depuis plusieurs années maintenant, depuis 2010, Ouais, si ça marche. Depuis 2010, ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites comme travaux et pourquoi ces travaux et qu'est-ce que ça a donné? Voilà, tout a commencé avec l'huître plate. Il fallait réensemencer des gisements naturels, que ce soit historiques. Donc il a eu tout un travail qui a été fait entre 2010 et presque 2016 pour un inventaire, pour voir le comportement, la biologie de cet animal, qui est complètement différent de la reproduction par rapport à l'huître creuse. Il ne faut pas oublier que l'huître creuse, c'est 99% de la production aujourd'hui en France. La France est passée des premiers producteurs de huîtres plates à presque 100 000 tonnes aujourd'hui, avant, et aujourd'hui on n'entend même pas les 1000. Donc vraiment, il y a eu ce basculement en monoculture, et pour diversifier, les professionnels Juste une question, pourquoi ce basculement de l'huître plate? Parce que après 2008, après la crise norovirus, en fait, avec l'huître creuse, avec la chute, voilà, ça décimé, et le professionnel ont décidé de reprendre les choses en main et revenir à des valeurs culturelles, historiques, et avec une espèce qui est native d'Europe, et surtout la Bretagne, c'est l'espèce phare bretonne. Et pour ce faire, on avait besoin de cet outil. C'est un outil qui mélange vraiment et fait le pont entre le monde scientifique et le monde professionnel. C'est un outil de transfert technologique, si vous voulez. Donc pour ce faire, il fallait chercher, revenir et chercher les moyens biologiques surtout et techniques, s'adapter pour pouvoir... On ne va pas rentrer dans le détail scientifique, parce que d'abord, je ne vais rien comprendre et je ne serai sans doute pas le seul. Mais il y a eu, là on le voit, il y a eu pas mal d'étapes. Hein. Tout à fait, ça c'est l'historique. Aujourd'hui, en fait, c'est que vraiment, ça nous concerne aujourd'hui, c'est vraiment la dernière partie. Mais c'est pour vous montrer que lorsqu'on fait ce type de choses, lorsqu'on a commencé cette démarche, on a toujours envisagé que ce soit un référent, que le centre technique soit un référent. On a eu la chance d'avoir Breismer, en fait, cette association des 3 maraîcheurs, pêcheurs et conchyliculteurs, pardon. Oui. Donc, c'est le Breismer qui a pris la tête à partir de 2022, et ça nous a ouvert en fait la possibilité de continuer à travailler et d'ouvrir à des nouvelles espèces pour pouvoir continuer à aider la filière. Donc vous allez travailler pas uniquement sur l'huître plate, mais sur d'autres espèces. L'huître plate, c'était notre cheval de Troie, si vous voulez. On a commencé avec celui-là, on l'a utilisé, on a mis au point des choses, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau biologique, scientifique aussi, parce qu'il faut le dire aussi, grâce aux travaux qui ont été menés par ce centre technique,
On a réussi à publier le génome de l'huître plate. C'est une première mondiale. Malheureusement, nous, on fait beaucoup de choses, mais on a un très mauvais service après-vente. Donc, il faut le dire comme il est. Je pense qu'on va falloir changer ça. Et il a des nouveaux projets qui arrivent. Passé, au moins. Ben oui. On a forcément. Même Reismer va aider justement Non, on est tous. C'est ça qui est important. On travaille ensemble. Donc, et on a fait les choses plus vite qu'il y ait des instituts scientifiques aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, faites-vous connaître et faites connaître vos travaux qui sont effectivement la publication, par exemple, du génome. C'est vrai que c'est une première mondiale. Parmi d'autres choses qu'on a fait, je ne vais pas m'étaler, mais c'est très important. Merci Ricardo d'être venu nous dire quelques mots. Florian Breton, vous êtes bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur de l'écloserie du Tinduf et non pas du Tindeuf. Situé à Plougastel d'Aoulas, c'est à côté de Brest. En un mot, cette écloserie, on va le voir en image, mais en un mot. L'écloserie, c'est une coopérative maritime qui produit du naissin de coquille Saint-Jacques et de pétoncle noir, dont les sociétaires sont les comités des pêches et les pêcheurs. C'est un outil qui appartient à la profession, en fait. Et c'est en ça qu'elle est unique par sa production et par son mode de fonctionnement. Alors justement, on va regarder cette petite vidéo et puis on se retrouve juste après. Ces petites coquilles Saint-Jacques qui virevoltent vers les profondeurs de la rade de Brest ont une histoire particulière. Elles ont vu le jour à l'écloserie du Tinduf par fécondation in vitro. Avant de trouver la liberté, elles ont grandi en milieu naturel pendant plusieurs mois dans ces casiers, bien à l'abri des prédateurs. André Le Gall est pêcheur de coquilles, mais aussi président de l'écloserie. 2 fois par an, avec son équipe, il libère les bébés Saint-Jacques de leur berceau pour les rendre à la vie sauvage. Alors c'est donc les casiers dans lesquels on a mis le naissain à grandir pour qu'il atteigne la taille de 3 cm. L'écloserie du Tinduf a été créée en 1983 à l'initiative des pêcheurs de la rade de Brest pour repeupler le milieu marin en coquilles Saint-Jacques. Suite à 2 hivers extrêmement rudes dans les années 60, la pêche avait chuté vertigineusement de 2500 tonnes à 30 tonnes par an à la fin des années 70. La perspective de maîtriser la reproduction des Saint-Jacques pouvait redonner espoir à toute une profession. On a une taille de bateau qui ne peut pas pêcher à l'extérieur les hivers un petit peu mouvementés comme celui de l'hiver dernier, par exemple. On n'aurait rien pu faire du tout si on n'avait pas pu travailler dans cette baie qui est vraiment à bon abri. Cette rade de Brest, pour nous, c'est vraiment un nid, quoi. On arrive à travailler par n'importe quel temps. Florian Breton est le directeur de l'écloserie du Tinduf depuis 2012. Ce biologiste marin de formation a pour mission d'assurer la production et l'administratif de l'écloserie. D'abord associative les premières années, elle a muté en coopérative en 2004. Les membres du conseil d'administration sont les comités des pêches du littoral de Granville à La Rochelle. Ce sont eux qui achètent à Florian pour leurs adhérents marins-pêcheurs les quantités de naissins nécessaires pour réensemencer et assurer les pêches futures. Les différents comités des pêches de France vont me passer une commande en me disant qu'ils souhaiteraient avoir 1, 2 ou 3 millions de naissins par exemple pour l'année qui vient. Donc en fonction des différentes commandes, on va organiser la production en fonction de ça. Alors, c'est toute une chaîne de production qui se met en route, de la culture du phytoplancton à la gestion en mer, en passant bien sûr par la fécondation des coquillages. Là, on a les œufs qui ont été émis. Et donc, ils ont été émis à 15h29. Et là, on rajoute du sperme, en fait. Chaque année, environ 300 tonnes de coquilles remontent dans les dragues des pêcheurs de la rade, dont certaines années, près de 70% proviennent de l'écloserie du Tinduf. Une garantie de revenus non négligeable pour une profession fragilisée et qui a permis de maintenir l'activité d'une 60aine de bateaux sur le site. Cet outil, en fait, a permis de maintenir une pêcherie en place, et donc les emplois aussi des pêcheurs, et aussi tous les emplois induits par la pêcherie, que peuvent être certains marailleurs, une partie de la criée qui bénéficie en fait de la pêcherie de la rade de Brest. Donc c'est tout un schéma global qui fonctionne grâce à ça. Aujourd'hui, le process de reproduction in vitro, résultat d'une 15aine d'années de recherche, est entièrement maîtrisé. L'écloserie du Tinduf a atteint ses objectifs et joue maintenant plus un rôle de maintien des stocks que de repeuplement. Mais au-delà, en prenant aussi le parti de remplacer chaque année les géniteurs, elle garantit la qualité du renouvellement de l'espèce et permet à la pêche locale de s'inscrire dans un cadre de développement durable. Un schéma qu'André Le Gall aimerait appliquer à d'autres productions. On voit qu'il y a d'autres produits avec des valeurs ajoutées tout aussi appréciables
qui méritent de s'y atteler. Ouais. Bah, le pétoncle noir notamment, hein, qui est une espèce à valeur ajoutée très intéressante. Alors mon micro, c'est bon. Voilà, l'écloserie donc du Tinduf. Florian Breton, on le voyait, préservation de l'emploi, préservation de la ressource. Donc travail formidable fait depuis de nombreuses années maintenant. 40 ans maintenant. Depuis 40 ans. Mais l'écloserie, c'est pas juste quelques personnes qui travaillent pour la préservation de la coquille. C'est tout un écosystème avec notamment beaucoup de scientifiques parce que ce sont des travaux extrêmement précis, pointus, scientifiques. Tout à fait, on l'a vu dans le reportage. C'est les professionnels de la pêche et les scientifiques qui ont permis de créer cet outil. En fait, les scientifiques sont venus en aide pour développer les techniques. On a dit 10 à 15 ans pour maîtriser l'ensemble des techniques. Aujourd'hui, on continue à travailler avec les scientifiques, mais je dirais dans un autre sens. C'est-à-dire que je vais vous donner l'exemple d'un programme qu'on a eu récemment avec le CNRS qui avait été mandaté pour faire une étude d'impact sur le bruit des travaux des champs éoliens en baie de Saint-Brieuc. On leur a demandé de travailler sur l'impact sur les coquilles Saint-Jacques et les praires. Eux n'avaient pas le savoir-faire de la zootechnie sur la coquille Saint-Jacques, ni les infrastructures pour le faire, parce qu'il fallait de grosses infrastructures. On a modulé nos infrastructures pour répondre aux attentes des scientifiques. Et donc on a travaillé pendant 3 ans. On a eu une doctorante qui était avec nous au laboratoire, enfin l'écloserie, et qui a travaillé sur cette problématique-là. Donc en fait, on vient en appui en fait, aux scientifiques. En étant du milieu de la pêche, en fait, on connaît les problématiques de la pêche. Vous êtes vous-même un scientifique? Moi, je suis scientifique de formation. Vous êtes biologiste. Biologiste de formation, oui. Mais je suis aussi représentant de la coopération maritime dans les comités des pêches, en départemental et régional. Donc je suis au fait des problèmes de la pêche. Et en même temps, étant scientifique, je suis aussi conscient des problématiques des scientifiques quand ils veulent mettre des expériences en place. Et en fait, c'est ce rôle-là que l'écloserie a, d'interface profession-science, qui est pour moi un atout pour la pêche. Et les projets maintenant? Et les projets maintenant, là on a encore un qui est en cours, on travaille plus sur la problématique du phytoplancton toxique. En fait, vous avez un phytoplancton qui s'appelle le Pseudonychtia qui va sécréter une toxine qui fait que les bivalves, peu importe, les huîtres, les pétoncles noirs, les coquilles vont être impactés, mais ils vont s'épurer. Et la coquille Saint-Jacques, elle a une particularité, c'est qu'elle va mettre des semaines, des mois, voire des années dans certains cas pour épurer ça. Et en fait, les pêcheurs ne comprenaient pas pourquoi la coquille Saint-Jacques, elle seule, était bloquée à la pêche, quoi. Donc en fait, on a travaillé là-dessus, encore une fois, en mettant nos savoir-faire et nos infrastructures à disposition des scientifiques pour comprendre quel était le métabolisme qui expliquait ça. Aujourd'hui, ça y est, on l'explique. On n'a pas trouvé la solution pour régler ça, mais au moins on est capable d'expliquer. Maintenant, on pourra essayer d'agir dans le futur pour voir si on est capable de faire quelque chose. Merci beaucoup, le crabe Porse-Cave et l'écloserie du Tinduf. Voilà des outils importants pour la filière halieutique bretonne. Merci, on peut vous applaudir.